Le 16 mars 2023, La Liberté a organisé toute une journée de conférences sur les thèmes de la cybercriminalité et de la cybersécurité, ici à Saint-Boniface, à Winnipeg. Cette journée riche en informations, grâce à la présence d'experts dans le domaine, n'aurait pas pu voir le jour sans nos bailleurs de fonds. Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et la Société de la francophonie manitobaine. Le SQRC, dans une volonté de rapprocher la francophonie, nous a permis de faire venir des experts jusqu'à Winnipeg et d'avoir ainsi accès à leurs connaissances, en personne. Et nous le remercions chaleureusement. La Liberté tient également à remercier la Manitoba Law Foundation, un partenaire précieux qui nous a permis de créer un magazine. Car oui, en parallèle de cette journée de conférence, nous avons publié un magazine en anglais et en français sur les mêmes thèmes, intitulé « La cybercriminalité pour y voir plus clair ». Ce magazine de 88 pages a pour vocation de sensibiliser les potentielles victimes de fraude, de leur permettre de comprendre l'écosystème de la cybercriminalité, de mieux détecter la malveillance derrière des arnaques qui sont de mieux en mieux rodées, et finalement, d'adopter une meilleure hygiène numérique. Ce magazine est disponible sur le site web de La Liberté ou bien directement dans nos bureaux. Après une première conférence destinée au jeune public, c'est aux entreprises que La Liberté s'adresse pour parler de cybercriminalité. Cette conférence est rendue possible grâce à nos partenaires, la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface, Caisse Groupe Financier et l'Association des juristes d'expression française du Manitoba. 5 panélistes sont présents autour de Sophie Gaulin, directrice et rédactrice en chef de La Liberté et modératrice de cette conférence dédiée aux entreprises. Ficilia Rim, coordonnatrice scientifique à la chaire de recherche de prévention de la cybercriminalité et cofondatrice de la clinique de cybercriminologie à l'Université de Montréal. Hakim Laniel Lanini, directeur de la clinique de cybercriminologie à l'Université de Montréal. Bertrand Milot, président-directeur général de Cybersecurity Bradley & Rollins et conférencier en cyberintelligence. Adrien Lassalle, expert en cybersécurité chez Bradley & Rollins. Et Johan Maxès, partenaire associé chez BDO, cabinet de services d'assurance et de comptabilité, de fiscalité et de conseil. Alors, je pense qu'il est nécessaire de commencer cette conférence par la contextualisation des surfaces d'attaque des entreprises. Qu'est-ce que c'est qu'une surface d'attaque ? Quels sont les types d'attaques les plus fréquents que les entreprises rencontrent aujourd'hui ? Je pense que je vais commencer par donner la parole à Bertrand Milot, si tu es prêt. Bien sûr. Eh bien, bon appétit à tous. J'espère ne pas vous bloquer votre digestion pendant cette présentation. Ce n'est absolument pas le but, croyez-moi. Mais comme j'aime à dire, Sun Tzu, qui a écrit un super livre qui s'appelle L'art de la guerre, disait qu'on gagnait une guerre en connaissant son ennemi. Et c'est aujourd'hui ce que je vous propose de faire au travers de la compréhension de la surface d'attaque. La surface d'attaque, c'est littéralement ce que le cybercriminel sait déjà de vous avant d'attaquer. Avant de mettre les mains sur le clavier et la souris, qu'est-ce qu'il connaît de vous, de votre organisation, et est-ce qu'il connaît quelque chose ? Ça, c'est une grande question. Quand le Covid a commencé, eh bien, on s'est retrouvé avec une vague de cyberattaques majeures. Il y a eu un vrai pic d'augmentation. D'ailleurs, Google a enregistré pendant cette période une augmentation de 300% des noms de domaines enregistrés qui ressemblaient à des noms de domaines d'entreprises valides. Donc ce qu'on appelle du typo squatting, c'est-à-dire le fait pour un cybercriminel d'enregistrer un nom de domaine qui ressemble très très fort à celui de votre entreprise. Et donc vous comprenez bien qu'enregistrer un nom de domaine qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de votre entreprise, ça ne peut pas être pour des raisons très légitimes. Naturellement, cette augmentation de 300% ne veut pas dire qu'il y a eu une augmentation systématique de 300% des cyberattaques, même si je peux vous assurer que l'augmentation est assez majeure. Mais cela vous donne un exemple très clair de ce qu'une période, un contexte spécifique peut générer sur un appel d'opportunité de la part des cybercriminels. Et c'est ce business model des cybercriminels que je vous propose de parcourir rapidement, c'est-à-dire vous expliquer littéralement comment ils monétisent les organisations à partir de la surface d'attaque et comment ils font pour gagner autant d'argent. Parce que je peux vous assurer que vu la masse d'argent récoltée par les cybercriminels, on s'est tous trompés de business model. Moi le premier, je suis du mauvais côté de la barre.
Juste pour vous donner un chiffre, le but n'est pas de faire peur, mais plus de vous faire peut-être avoir des chiffres de pièces dans les yeux. En 2014 et 2015, CryptoWall, qui était un des premiers rançongiciels, les premiers sont vraiment apparus en 2010, la vraie exploitation de ce business model de rançongiciel a commencé réellement en 2014 et 2015. CryptoWall en est une famille, et CryptoWall a fait à lui tout seul en un an 325 millions de dollars US de revenus, de gains. Et des gains de rançongiciel, comprenez bien, ce sont des gains de rançon. Donc ça veut dire qu'il y a des gens très gentils qui ont payé des cybercriminels en échange de leurs fichiers, de leur disponibilité. Et cette campagne a fait, à elle toute seule, une seule campagne, a fait 325 millions de dollars US de revenus. Ce qui équivaut, si je transpose la somme en bitcoin de l'époque à la somme en bitcoin en 2020, à 19 milliards de dollars. Petit 19 milliards de dollars. Donc, si je vous donne un autre chiffre rapidement, au niveau des gains de la criminalité, là encore, je ne parle pas de perte, parce que dans des conférences similaires, vous allez entendre beaucoup la perte des entreprises. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, la perte des entreprises, c'est fait, c'est fait. La perte des entreprises, c'est une dette technologique. Voyez-le de cette manière. Donc, cette perte-là, okay, on ne s'intéresse pas à ça aujourd'hui. On s'intéresse aux gains qui sont générés par la surface d'attaque des entreprises. Et les gains, l'année dernière, avérés, ce qu'on peut vérifier, sont de plus de 300 milliards de dollars pour la cybercriminalité. Donc, on parle proche d'un PIB de pays, ce qui est plutôt pas mal pour les cybercriminels. Donc vous comprenez que tout ça pour vous expliquer qu'il y a eu vraiment une augmentation de la criminalité dans un contexte favorable. Le Black Friday, le Cyber Monday, les périodes de Noël sont aussi des contextes très favorables à la criminalité. Et donc naturellement, ça va les encourager à avoir des attaques pendant ces moments-là. Et à chaque fois qu'on intervient chez Bradley Rollins sur des attaques, eh bien, on a toujours la même question du pourquoi moi ? Pourquoi ils m'en veulent à moi? Quel est l'intérêt pour les cybercriminels de s'attaquer à moi, à mon organisation? J'ai une organisation qui fait de la peinture en bâtiment. Pourquoi moi? J'ai une organisation qui est traiteur pour des événements. Pourquoi moi? Ben c'est très simple. C'est parce que toute organisation a un compte bancaire. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Et il y a potentiellement de l'argent sur le compte bancaire. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Et donc, naturellement, quand on arrive sur une notion de pourquoi moi, eh bien, on va tomber sur une augmentation des chiffres majeure, puisque c'est les PME, l'artisanat, qui a un plus grand volume, qui va être la première victime. Parce qu'une banque, c'est sécuritaire. Il y a de l'argent, il y a du budget mis dans une banque sur la cybersécurité. À quoi ça sert à un cybercriminel littéralement de s'écraser contre la Grande Muraille de Chine? Ça ne sert à rien. L'opportunité, la capacité de pouvoir crever cette surface d'attaque, elle est minime. Donc ce taux de rentabilité est minime lui aussi. Le taux de rentabilité pour une cyberattaque, pour un cybercriminel, doit être de 3 à 4 000%. Ça, c'est le profit attendu par un cybercriminel lors d'une cyberattaque. Donc ce 3 à 4 000%, pour le faire, il faut être vachement efficace. Et il faut être sûr de son coût. Et quand on est cybercriminel, comment on est sûr de son coût? Eh bien, justement, la surface d'attaque. Et pour ça, on monétise l'entreprise. On monétise l'entreprise très très tôt. Et donc, pour monétiser une entreprise, on n'est pas tout seul. Il n'y a pas un cybercriminel. Il faut s'enlever le principe du cybercriminel qui est dans le sous-sol de sa maman, avec une canne de coke sur le côté, les cheveux gras, les petites lunettes. Ça n'existe pas. Est-ce que ça a déjà existé? Non, ça c'est notre inconscient collectif. Ce sont des organisations très, 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 très structurées, extrêmement structurées. Il y a des métiers différents. Vous voyez derrière moi, il y a des spammers, il y a des codeurs qui sont là pour créer les maliciels, il y a des exploitants de rançongiciels, il y a des gens de call center. Les cybercriminels ont des super call centers. Mieux que ceux de Vidéotron. Incroyable. Mieux que chez Bell. Et donc, naturellement, cette première période de monétisation, eh ben, c'est sur de l'information d'entreprise. Le cybercriminel ne va pas aller s'attaquer à une entreprise sans une précognition, sans des connaissances de base. Et ces connaissances de base, il va les avoir à travers
des sondages, des faux étudiants MBA qui ont pour but de faire du phishing, donc de l'appel, du voice phishing, donc de l'appel à l'entreprise. Dire bonjour, je suis étudiant MBA, j'aimerais savoir, je fais un petit sondage pour savoir combien de personnes sont à la Banque nationale, combien sont à la RBC, est-ce que vous pouvez me donner cette information? Donc naturellement, on ne pense pas que cette information est importante, elle est anodine. On peut la donner à un étudiant qui fait un simple sondage, qui va aller chercher un volume. Donc on ne s'inquiète pas. Les comptes Facebook, les comptes LinkedIn de l'ensemble de l'organisation, de son staff, très important aussi, ça permet de créer une cartographie. Je vous ai mis l'exemple de LinkedIn Navigator. LinkedIn Navigator, qui est un outil totalement légitime, est un outil extrêmement intéressant pour les cybercriminels. Ils adorent LinkedIn Navigator, ils se payent LinkedIn Navigator. Bah oui, 19 milliards de dollars en budget, ils peuvent se le permettre. Justement, on parle de vulnérabilité, mais c'est quoi les vulnérabilités les plus courantes pour des entreprises? Parce que tu as parlé de ransomware, enfin de rançongiciel, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Enfin, j'imagine, je le sais, puisque maintenant on a fait un magazine, donc ça aide de le savoir. Mais c'est quoi ces vulnérabilités? Je ne sais pas si Hakim ou toi vous voudriez répondre, mais les plus courantes en fait. Ben, si je peux me permettre, je vais utiliser l'exemple dans le fond de la LCBO, de la Commission des liqueurs de l'Ontario. Je ne sais pas si vous en avez entendu, mais au mois de décembre dernier, ils ont été victimes justement d'une cyberattaque où est-ce que des cybercriminels se sont introduits dans leur système, dans leur site web. Ils ont injecté justement un code malicieux qui a permis de faire une extraction directe des informations financières qui ont été rentrées par les personnes qui sont allées faire des transactions sur leur site. Donc, ne pas faire une évaluation quotidienne du code qui est sur nos sites Internet est une des exploitations qui sont faites par les cybercriminels puis qui sont exploitées de manière courante parce que c'est un accès direct à des données financières pour avoir de l'argent directement de la poche pas des employés, mais directement des clients de ces entreprises-là. Il ne faut pas juste penser à sécuriser son entreprise, ses employés, mais il faut aussi penser à sécuriser ses clients puis les portails puis l'accès à ces informations-là parce que ces données-là, ces informations bancaires-là, ça a beaucoup de valeur pour les cybercriminels. On va en reparler plus tard. Mais le succès de cette attaque-là, on peut l'attribuer, dans le fond, au fait, puis on va rebondir un peu sur ce que Bertrand avait dit au début, sur les périodes de l'année. Dans la contextualisation des cyberattaques, les cybercriminels savent quel moment propice à utiliser pour, justement, placer leur attaque. Ils ont choisi les vacances, les fêtes, pas par hasard. Parce qu'ils savent que à cette période-là de l'année, il y a moins de personnes présentes à l'entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui ont encore des vacances à prendre, donc ils vont partir. Les équipes vont être en effectif réduit. Il ne va pas y avoir autant de vérifications qui vont être faites. Ça va prendre du temps à justement détecter une intrusion à ce moment-là. Les cybercriminels sont malheureusement très, très, très brillants et ils n'hésitent pas justement à exploiter ces failles-là, sans que ce soit une faille nécessairement sécuritaire à la base, mais juste une faille qui existe dans notre fonctionnement en tant que société puis en tant qu'entreprise. Puis non seulement ça, mais ils savaient aussi qu'il allait avoir une corrélation avec les fêtes puis les festivités, une augmentation des transactions à cette période-là de l'année. Donc, ils sont allés aussi à un moment où est-ce que c'était le plus opportun puis le plus lucratif pour eux d'aller chercher de l'argent à ce moment-là. Quand on parle de lucratif, on parle de monétisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Bertrand? Mais justement, en fait, vous avez entendu la portion de le cybercriminel va aller chercher l'information, va aller chercher toute l'information qu'il pourrait avoir sur l'organisation, c'est-à-dire des mots de passe dans le dark web, des vulnérabilités exposées, de l'information semblant anodine bancaire ou de processus. Et avec toute cette information, il va passer à une deuxième phase de monétisation qui est littéralement le positionnement, ce qu'on appelle le dropping, le positionnement de la vulnérabilité, l'utilisation de la vulnérabilité pour aller implanter un outil malicieux. Cette implantation d'outils malicieux, eh ben, est-ce qu'il a besoin de connaissances techniques, le cybercriminel, pour l'avoir? Absolument pas. En tout cas, pas en 2023. Il a des outils, le cybercriminel. Il y a le CCAS, donc le Cybercrime as a Service, qui est littéralement l'infonuagique des cybercriminels. Ils ont des outils infonuagiques, les cybercriminels. Ils ont fait leur transformation digitale des cybercriminels. Et ils l'ont réussi, les cybercriminels. Ils ont mis un budget architecture sur le cloud, les cybercriminels. Et ils ont très bien fait ça. Et donc, ce que vous voyez ici, monétisation 2, eh bien, le site d'achat que vous voyez,
qui ressemble à un site d'achat, qui est le Amazon du dark web, qu'on appelle le dark market, et qui est un des dark markets. Eh bien, vous pouvez vous acheter pour $39 US un ransomware avec la licence illimitée, le manuel d'utilisation, et on va vous expliquer avec une jolie petite vidéo et un tutoriel comment utiliser votre rançongiciel. Donc vous voyez, utiliser un rançongiciel, ça vous coûtera un gros $40. N'oubliez pas 4 000 à 3 000 à 4 000% de rentabilité. Ça commence par un petit $39 d'investissement. Donc naturellement, vous allez pouvoir, tout type d'attaque peut se transformer de cette manière avec des outils et plus de connaissances techniques pour les cybercriminels nécessaires. Donc troisième phase de monétisation derrière, déplacements latéraux. Donc une fois qu'il est rentré dans l'infrastructure, qu'il a réussi son attaque, il va rentrer, il a pour but comme agenda d'aller chercher la donnée, donc voler de la donnée. Et ça, c'est une petite nouveauté de 2015-2016, où concrètement avant on voyait que les rançongiciels comme étant la problématique de base, c'est-à-dire la demande de rançon contre les fichiers. Mais en réalité, depuis 2015, l'ensemble des cyberattaques qui ont lieu actuellement sont des attaques multi-agenda. C'est-à-dire que le cybercriminel va d'abord voler beaucoup de données avant de dire « You, je suis là, je te demande une rançon ». Parce que quand il demande la rançon, c'est la fin de l'attaque, entre guillemets. C'est la fin de l'attaque parce que c'est là où il se révèle à sa victime et il dit bah, « Je suis là, je suis présent dans les murs, j'ai mis à mal ton infrastructure et je te demande une rançon ». Donc avant ça, il faut absolument qu'il fasse autre chose, c'est-à-dire du vol de données. Et naturellement, ce vol de données, on parle aussi de propriété intellectuelle, on va parler de comptes à haut privilège, on va parler de mots de passe qui vont être volés dans l'infrastructure. Et c'est très très important pour lui parce que ça lui sert à la suite, qui est la monétisation 4. Donc on est à la 4e phase de monétisation où des groupes criminels entre eux se vendent les victimes. D'accord ? Ce n'est pas un monolithe d'attaque, un groupe cybercriminel unique. Non, c'est un marché. Okay ? Il y a une concentration de groupes cybercriminels en même temps qui font des métiers différents. Et là, on va vraiment avoir l'implantation et l'exploitation de l'ensemble de la compromission. Et il nous est arrivé d'avoir des cas où on avait 2 groupes cybercriminels qui se partageaient la même victime et qui essayaient d'ailleurs se battre un petit peu, se chicaner un petit peu pour avoir la totalité de la rançon à eux tout seuls. Donc ça existe, bien sûr que ça existe, on est en 2023. Et juste pour vous donner un cas, la faille Marriott, qui a été une très très grosse faille, pour vous dire, est-ce que je me fais attaquer le mardi matin, est-ce que le mercredi soir je peux être sorti d'affaire? La faille Marriott est une faille sans précédent pour nous, les experts en cybersécurité, parce que les cybercriminels étaient dans les murs depuis 4 ans et ont volé 500 millions de comptes clients. Comment un cybercriminel peut être dans les serveurs pendant 4 années? C'est peut-être même plus que le turnover des systèmes admin qui sont dans l'organisation. Donc, comprenez ça. Monétisation 5, cette fois-ci on va exploiter, donc là c'est là où un call center, des collecteurs, donc comme les collecteurs de crédit vont opérer, donc on va avoir des gens qui sont spécialisés dans le fait de mettre un peu de pression, un peu d'angoisse sur la victime pour aller collecter l'argent. Et puis il va y avoir des promos. Si tu me payes dans les prochaines 48 heures, bah, je ne te double pas le prix de ta rançon. Voilà, ça c'est une belle promotion de cybercriminel. Et donc, naturellement, cette promotion qui est pour, je vous précise, donc quand on a un rançongiciel, on a ces fichiers chiffrés, donc ils ne sont plus accessibles, ils ne sont plus disponibles. Quand on les ouvre, bah, on n'arrive plus à lire ce qu'il y a dans le fichier. Et donc, ce chiffrement, bah, on va payer en première rançon, je dis bien première rançon, on va payer le cybercriminel pour avoir accès au fichier avec une clé de déchiffrement. Première étape. Et puis c'est pas genre il envoie la clé et puis on déchiffre et ça marche. Non, un déchiffrement de tout un serveur, ça prend énormément de temps. On n'est pas sorti d'affaire une fois qu'on a la clé ou qu'on a payé le cybercriminel. Pour information, le Canada est une très très bonne victime. Le Canada paye à plus de 50% les rançons. Plus de 50%. Plus de 75% en 2018. Nous sommes une poule aux œufs d'or pour les cybercriminels. Combien avec les États-Unis? Moins de 5% aux États-Unis. 20% en moyenne. Un peu moins de 20% maintenant en Europe. Pourquoi on paye? Notre dette technologique, notre gentillesse, notre prévenance. Nos assurances. Nos assurances. Nos assurances acceptent de payer la cyber, de moins en moins.
accepter de payer les rançons. C'est un problème. Et les cybercriminels savent ça. Et bien sûr, se sont fait un plaisir monstrueux de pouvoir exploiter cette faiblesse. Donc, comme quoi, les ovnis n'atterrissent pas tous aux États-Unis. Hein. Ils atterrissent aussi au Canada. Donc, monétisation 5, on est dans un cas de négociation de la rançon. Donc, rançon pour déchiffrer les fichiers, mais aussi de rançon après pour dire « j'ai volé des fichiers à toi ». Et ça, c'est la tendance actuelle. Deuxième rançon pour dire « je ne vais pas les publier ». Donc, j'ai volé les salaires de tes employés, j'ai volé tes factures, tes fournisseurs, tes listes de prix. Et il va y avoir une deuxième rançon pour dire « je t'ai donné accès de nouveau à tes fichiers, mais il y aura peut-être une petite deuxième rançon pour s'assurer que je ne les publie pas. » Voilà. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? C'est une très bonne question. La réponse est oui, pas vraiment, je ne suis pas sûr. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on paye la rançon? Alors, justement, merci pour ça. Vous voyez, victimisation pyramidale et sous-contractant, expert en collection. Depuis 2017, on voit vraiment une transformation de la cybercriminalité dans une cybercriminalité Tupperware. J'espère que je ne vais pas me prendre un procès de Tupperware pour avoir dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des principes d'affiliation et de pyramidal. Donc il y a des sous-groupes criminels qui se forment où il y a une revente du référencement de victimes auprès de sous-groupes criminels qui utilisent la même méthodologie. Entre les sous-groupes et ce qu'on appelle le primo, donc le groupe primo cybercriminel, il y a une différence d'éthique. Ça se voit, il y en a un qui a un business model bien établi, qui n'a pas envie de perdre la mesure. Et donc, voilà, le primo, normalement, il a une certaine éthique. Je m'en tiendrai à ça. Et donc, dernière phase de monétisation, le recyclage ultime, le 6e cas de monétisation qui est l'après-attaque. Donc, on pense qu'après le rançongiciel, on est tiré d'affaire, on a payé toutes les rançons, on est content, on a récupéré les fichiers, tout va bien. On s'est évité un cas dans la presse, mais non. Le cybercriminel a toujours ses fichiers, il ne les a pas supprimés, il va les recycler. Comme il va recycler l'ensemble des produits de la criminalité à travers des mystery box. Ces mystery box vont être revendus à des quidam normaux, comme vous et moi, et qui vont ouvrir la boîte devant YouTube pour me dire « Oh, j'ai acheté une Dark Web Mystery Box. J'ouvre, regardez comme c'est creepy. » Et ça fait des millions de vues. Ça permet de blanchir la preuve aussi pour eux. Et ça permet aussi, bien sûr, de revendre tout ce qui ne les intéresse pas. Donc, par exemple, tous les mauvais fichiers, on les met sur une clé USB, on met ça dans une boîte mystère et on envoie ça à celui qui voudra bien l'acheter. Pourquoi est-ce que la Mystery Box lave la preuve? Parce qu'en fait, une fois que la Mystery Box a été touchée par quelqu'un qui n'a rien à voir avec qui n'est pas le criminel, bah la preuve est souillée. Donc on ne peut plus l'exploiter. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que pour l'instant tout va bien? On suit, je vois les gens captivés, donc on va continuer. J'aimerais venir, puisqu'on parle de risques, on a compris comment on a vu comment on monétise, comment les cybercriminels monétisent ça, mais j'aimerais qu'on parle de l'exposition au risque. Comment est-ce que les entreprises peuvent mesurer leur exposition au risque de cybersécurité? Je pense que, est-ce que je vais donner peut-être la parole à Bertrand en premier? Allez, Bertrand. Je vais juste m'assurer qu'on fait le lien. Donc, vous avez compris qu'il y a un retour à la monétisation 1 et on va aller chercher d'autres victimes. Donc, le cybercriminel qui a tous ces fichiers va justement utiliser ces fichiers pour faire d'autres attaques sur d'autres couronnes, des fournisseurs, des clients. Donc, comment on s'assure de gérer le risque? Pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, c'est là où vous comprenez que les fichiers qu'on laisse aller, si on n'a pas mis la sécurité nécessaire sur ces fichiers pour les protéger, eh bien, on met à risque d'autres personnes de notre écosystème, d'autres organisations de notre écosystème, des clients, des fournisseurs, et les victimes deviennent nos victimes, littéralement. Les prochaines victimes deviennent nos victimes. Et donc, c'est en ça que là, on se retrouve dans un cas où il y a une évolution de ces risques. Donc, oui, j'aimerais peut-être que Joanne nous en parle, parce qu'on parle de risques et on parle aussi en fait, j'aimerais que tu nous dises quels sont les risques pour les entreprises d'un point de vue auditeur. Qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous regardez comme risque pour évaluer les pertes à venir? Quelles sont ces pertes?
Alors, je sais que pour beaucoup, ceux qui me connaissent en particulier, auditeurs des états financiers, vous posez la question comment un auditeur se retrouve sur un panel d'experts en cybersécurité. Je pense que ça donne un bel exemple de pourquoi le problème est réel et pourquoi on doit vraiment faire attention. Parce que quand on va chercher les comptables dans leur bureau pour commencer à leur poser des questions sur la cybersécurité, c'est qu'il y a un problème réel. Sur les risques, on peut vraiment considérer en deux étapes, je dirais, les risques qui sont externes. Alors, on en a donné plusieurs exemples jusqu'à maintenant. Le Manitoba a été victime aussi, malheureusement, quand on pense au cas de municipalités rurales qui ont perdu près d'1 demi-million dans des cas différents, 2 municipalités au Manitoba, malheureusement, sur des risques qui se sont étalés, encore une fois, sur des périodes de plusieurs mois. Ce qu'on va retrouver souvent au niveau de ces risques, c'est le manque de ressources à l'interne, le manque d'une bonne compréhension, donc si on se concentre du côté des risques internes, le manque de politiques qui sont en place, le manque de réactivité, ne pas nécessairement communiquer l'importance de certains contrôles, de certaines informations qui doivent être protégées, et la confidentialité. Alors bien évidemment, le risque de perte financière, c'est celui qui est le plus évident pour tous. Il y a aussi par contre le risque de réputation. La réputation qui en prend un gros coup. Pour les entreprises qui sont dans un échange de services ou de biens, ça affecte inévitablement la confiance des consommateurs et de vos clients. Alors c'est une étape très importante à considérer. Et bien évidemment, lorsqu'il y a une dette technologique, on en a parlé un peu plus tôt, ou lorsque la technologie qui est en notre possession est obsolète, elle est déjà dépassée, ce à quoi il faut penser, c'est que ces risques évoluent très rapidement et que malheureusement, la conformité ou les audits qu'on a sont généralement ponctuels. Ils s'inscrivent à une période donnée au lieu d'être en direct, qu'ils soient live et qu'ils soient en mesure d'être s'adapter au fur et à mesure. Hakim, Ficilia, vous aviez quelque chose peut-être à rajouter. J'aime bien faire quand on a fait ce magazine, ce que j'ai vu, et puis cet après-midi, on a une conférence à 15h30 qui va parler des individus, mais tout ce qu'on entend là, je pense qu'on peut facilement dire qu'on peut tout transposer à l'individu. Perte financière, perte de réputation. Ficilia, est-ce que je me trompe ? Oui, tout à fait. Justement, ce qui est intéressant quand on a une entreprise, c'est qu'il faut d'abord penser qu'on est un être humain d'abord. Donc, quand on parle des risques, oui, il y a des risques qui sont à l'entreprise, mais c'est les mêmes risques aussi qu'on peut avoir quand on est une personne et un être humain. Donc, quand on est victime soi-même d'une cyberattaque ou d'une fraude, on peut perdre de l'argent, on peut perdre un peu de la réputation si c'est nos données personnelles qui sont volées. Tous ces risques-là qu'une entreprise peut avoir, et puis on se dit « Ah mon Dieu, ça peut nous arriver aussi à nous, peut-être dans une moindre mesure, mais c'est tout aussi valable. » Mais ça veut dire aussi que pour se protéger, les choses qu'on va faire dans une entreprise, on peut les appliquer soi-même. Et c'est encore mieux parce que quand c'est intégré dans notre quotidien, tous les jours à nous, de notre vie personnelle, c'est plus facile de l'intégrer dans sa vie professionnelle et au-delà, pouvoir protéger son entreprise. Alors, je suis très contente que tu abordes ça, Ficilia, parce que le 4e thème, c'est justement l'hygiène numérique. Donc, Ficilia va nous en parler un petit peu plus tard. Les responsabilités des employeurs et des entreprises à but lucratif, à but non lucratif, face à la gestion des données. C'est quoi les principaux défis liés à la gestion des données pour les entreprises ? Bertrand, je commence par toi peut-être ? Oui, on a tendance à faire une grosse boulimie de données. On aime beaucoup ça, les données, on en collecte énormément. Nos entreprises en collectent beaucoup, beaucoup trop en réalité, beaucoup trop de ce qui est vraiment nécessaire et utilisable par l'entreprise. Et n'oubliez pas ce chiffre magique de 10 ans. Le Conseil du Trésor donne un chiffre magique de 10 ans pour la rétention des données. Mais qu'est-ce qui se passe si vous dépassez une décennie de collecte de données ? Puis je peux vous assurer que si vous faites un petit tour de votre réseau interne, vous allez en trouver des données de plus d'une décennie. Sans aucun problème, c'est 2013, 2013, ça va vite. Quand tu parles de données, est-ce que tu peux donner des exemples ? C'est quoi des données qui ne devraient pas être dans nos systèmes ordinateurs après 10 ans selon la loi ? Alors, je vais commencer par celles qui font le plus grincer des dents parce qu'on ne les voit pas. Les données pré-embauche, c'est de la donnée personnelle d'entreprise. Quand on parle de données personnelles dans une entreprise, des données RH, on pense aux salariés, on pense aux consultants. Mais la pré-embauche, on n'y pense pas. La pré-embauche, ce sont des gens qui n'ont pas eu de contrat dans l'entreprise, qui n'ont jamais fait de travail dans l'entreprise.
Mais pourtant, on a beaucoup de données personnelles pré-embauche. Donc, oui, on n'est pas censé avoir cette donnée-là, du tout. C'est-à-dire leur adresse courriel, leur adresse personnelle, parce que sur un résumé, sur un CV, c'est ça les données ? Alors oui, ça peut aller jusque-là, mais ça peut aussi être des détails liés à sa condition physique. Nécessairement, quand on fait un entretien de pré-embauche, on va avoir des données sur des informations sur sa condition physique qui doit nécessiter une adaptation de l'environnement de travail, par exemple. Donc ça peut aller jusqu'à des données de santé, bien évidemment. D'accord. Je peux te passer la parole là-dessus Oui, aussi, absolument. Je parlais un peu plus tôt de conformité. Lorsqu'on regarde sur la gestion de ces risques, la conformité qui est en gros tout ce que vous avez en place, que ce soit des pare-feux ou autres, les antivirus, qui vous permettent d'avoir ces audits, encore une fois, sont ponctuels. Le problème, c'est, comme on le mentionnait, c'est la rapidité avec laquelle ces risques et ces attaques évoluent. Donc, d'être toujours en mesure de pouvoir s'adapter et de pouvoir répondre à ces risques, c'est vraiment le plus gros défi. Et aujourd'hui, l'une des considérations, c'est certainement l'adoption du cloud, des nuages, si vous voulez. L'adoption de cette étape permet d'avoir en fait des audits qui sont quasi en temps réel, puisque ce sont des systèmes qui évoluent avec le temps, qui apprennent au fur et à mesure qu'on les utilise, et ça permet d'être un peu plus réactif. Cependant, qui dit cloud dit aussi que les personnes en face qui cherchent à attaquer évoluent aussi rapidement. Donc avec cette évolution, finalement, même le cloud, il faudrait pouvoir être en mesure d'avoir une gestion appropriée et qui permette de mettre en place des systèmes qui assurent un contrôle en temps réel, comme je mentionnais. Le cloud ? Bertrand, la solution ? Un cloud souverain, ce qu'on appelle le cloud souverain, c'est le cloud que l'on sait où il est. Parce que c'est bien, j'ai mis les choses dans le cloud, est-ce qu'on les a balancées dans un truc très haut dans le nuage ? Et où est-ce que c'est en fait ? Le twist intellectuel que vous devez avoir, c'est si je ne suis pas capable de mettre un coup de marteau dans mes données, si je veux les supprimer, si je ne sais pas où je vais donner ce coup de marteau, c'est que vous n'avez pas le bon cloud. Le cloud souverain, c'est un cloud qui est local, qui est quelque chose que vous allez trouver. Le cloud est une notion d'architecture, pas une notion c'est pas la notion de la donnée à l'ubiquité, c'est-à-dire elle est partout et tout le temps. Non, c'est une notion d'architecture technologique qui n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit éparpillée partout. Donc, on ne veut pas que la donnée soit éparpillée partout. On veut la voir proche de nous. On veut la contrôler, la donnée. Donc, oui, le cloud, c'est très bien. Le cloud souverain surtout. Si je peux me permettre, Sophie? Ah oui, absolument. Juste pour renchérir justement sur l'élément de la souveraineté de ces données, de l'hébergement de ces données-là dans un cloud, s'il y a une recommandation à faire aujourd'hui, c'est vraiment de prioriser l'utilisation de services cloud qui est canadien. Donc, d'entreprises canadiennes qui offrent des services qui hébergent justement vos données de manière locale, comme que Bertrand l'a dit, donc dans un serveur qui est à proximité de chez vous, qui est aussi situé au Canada. Et s'assurer idéalement, parce que bien qu'on peut penser qu'IBM soit canadien ou que Microsoft et tout, si leur maison mère se trouve dans un autre pays, aux États-Unis ou dans une autre législation, il se peut que ce pays-là ait des lois en vigueur qui permettent et qui donnent cette souveraineté des données à l'entreprise avant de la donner à la personne ou le serveur où est-ce que ce serveur-là se détient physiquement. Donc, ça se peut que la souveraineté des données soit transférée à l'entreprise et non nécessairement au serveur lui-même dans le pays physique dans lequel il est détenu. Donc, avant d'investir justement dans une solution cloud, surtout si c'est une compagnie qui n'est pas nécessairement canadienne, qui n'a pas des serveurs au Canada, je vous invite fortement à revisiter justement la législation autour de cette question-là pour vous assurer c'est quoi les responsabilités, c'est qui détient réellement le droit de regard sur vos données, que ce soit en matière d'enquête criminelle ou non. Je vais poser une question qui n'était pas du tout dans le slide, là, je suis désolée, mais Bertrand, quand vous intervenez en entreprise, une entreprise a été touchée, petite, moyenne, grosse, comment vous faites pour retrouver les données ? Imaginons, comment est-ce que vous y prenez pour aller retrouver ces données-là et redonner la capacité d'opérer aux entreprises ? Alors, les cybercriminels l'ont à la merci, donc évidemment payer permet de récupérer ces données si on paye les cybercriminels. Est-ce que c'est une bonne option ? Absolument pas. Elle est parfois malheureusement obligatoire pour certaines entreprises et c'est dommage.
Mais la meilleure des cas, évidemment, ce sont des sauvegardes. Il y a des modèles de sauvegarde aujourd'hui qui permettent de limiter l'impact d'un rançongiciel sur les sauvegardes, puisque aujourd'hui, en 2023, les rançongiciels ciblent les sauvegardes, justement, pour permettre à l'organisation d'être vraiment arrêtée. Donc, le modèle de sauvegarde est très, très important. Et puis, évidemment, on va commencer à faire de la rationalisation de données, parce que l'entreprise veut retrouver absolument toutes ces données, mais a-t-elle vraiment besoin de retrouver toutes ces données? C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la notion de la rétention. J'aimerais juste préciser que quand un cybercriminel arrive à voler de la donnée qui n'est plus censée être dans l'organisation, c'est l'organisation, cette fois-ci, qui est responsable de négligence. Parce qu'on vient de voler de la donnée que l'organisation n'est plus censée avoir, n'a plus l'autorisation d'avoir. Donc là, on est dans un problème juridique assez majeur, un problème de négligence. Donc, c'est la non-collecte ou la non-rétention fait partie de la solution. D'accord. On va se parler des sauvegardes plus tard, parce qu'on n'a malheureusement pas 1h30, mais je pense que la question des sauvegardes est importante pour nos entreprises, pour les plus petites, moyennes ou grosses, mais j'aimerais qu'on y revienne après, si jamais on a le temps. Johan, quelles sont les obligations légales donc, que vous demandez d'avoir aux organisations en matière de cybersécurité auxquelles les entreprises doivent se conformer? Alors, Hakim l'a mentionné un peu plus tôt lorsqu'il a parlé de la localité des serveurs, surtout qu'ils soient sur le territoire canadien. Alors, il y a certainement des règles qui régissent et des réglementations qui imposent d'avoir ces documents et ces informations, ces données, je devrais dire, sur le territoire canadien. Donc, ça, on l'a mentionné. La deuxième étape, vous vous rappellerez de la loi sur la protection des documents électroniques qui remonte à 2015, qui avait effectivement imposé de s'assurer que les pourriels soient gérés de façon correcte. Entre autres, les documents marketing que vous pouvez recevoir de n'importe où simplement parce que vous avez cliqué sur un lien et que ça a relevé votre adresse IP, ou alors vous avez fourni votre courriel à une organisation sans donner le consentement de pouvoir recevoir des informations marketing. Donc, on sait que tout ça c'est géré. On sait qu'il y a des amendes qui peuvent s'imposer lorsque cette réglementation n'est pas respectée. Alors, ça sont des exemples de réglementation. Ce sur quoi je voulais aussi mentionner par rapport à mon expertise et mon cadre d'expérience, dans le cadre des audits, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la mise en place d'une nouvelle norme, donc la norme canadienne d'audit 315, pour rentrer un peu plus dans les détails, qui, simplement parlant, explique que la cybersécurité n'est pas le fait uniquement d'une banque. La cybersécurité n'est pas le fait d'une grosse organisation qui a énormément de moyens financiers, mais qu'elle s'applique à tous et à tous les organismes, qu'ils soient à but non lucratif ou à but lucratif, à toutes les entreprises. Donc, d'un point de vue audit, ce qu'on voit dans les normes, c'est que maintenant, certaines questions qu'on ne posait pas nécessairement à des clients par rapport à leur taille, par rapport aux risques potentiels qu'on avait évalués par le passé, ne s'appliquent plus en fait. Donc, on est obligé de rentrer dans davantage de détails, considérer les contrôles qui sont liés au système d'information, savoir si ces contrôles sont relativement bien déterminés, qui sont mis en place et qui sont surtout respectés, et au-delà, pouvoir fournir des recommandations si ces contrôles offrent une exposition trop importante à des attaques qui ne soient pas nécessairement voulues. Donc c'est un impact qu'on voit au niveau des audits. Alors oui, la cybersécurité peut avoir un effet sur des états financiers. On a mentionné les pertes financières. La perte de réputation, parce que lorsqu'on regarde les états financiers, nous, en tant qu'auditeurs, on s'inquiète aussi par rapport à la continuité d'exploitation d'une entreprise. Cette continuité d'exploitation ne s'inscrit pas uniquement au niveau des montants en dollars qu'on voit dans les états financiers, mais aussi à la capacité de continuer. Donc, comment on peut s'assurer que la réputation ne soit pas affectée au point où l'entreprise n'est plus en moyen de continuer ses activités? La valeur que représentent les données, comment est-ce que les cybercriminels exploitent, alors ils les ont volées, mais maintenant, comment est-ce qu'ils les exploitent, ces données, pour générer des profits? Une fois qu'ils les ont volées, là, ils sont déjà rentrés, ils ont déjà volé, et maintenant, qu'est-ce qu'ils en font?
Ben voilà, le recyclage de la donnée est quelque chose de très important. Je vous en ai donné une piste avec les mystery box, mais ça ne fait pas tout. Au contraire, ça ne va pas générer de nouvelles attaques en arrière. Ce qui va générer l'intérêt du cybercriminel, c'est de pouvoir continuer sa rentabilité, son 3-4 000%, en allant chercher d'autres victimes directement. Comment on va chercher d'autres victimes avec des fichiers organisationnels? Eh bien, un des fichiers que le cybercriminel adore par-dessus tout, c'est la facture. Le cybercriminel adore les factures. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un très bon véhicule, une facture qui est déjà valide, que le client connaît, est un très bon véhicule pour faire transiter un malware, déjà. Donc une facture qui est connue, qui est acceptée, qui est validée, qui vient de la bonne source, qui a le bon montant. Tout ça, c'est formidable pour le cybercriminel, ça donne un indice de confiance. Mais pas que. Sur une facture, il y a une relation client-fournisseur avérée, il y a de l'information qui permet d'authentifier un scénario d'attaque. Donc si je suis cybercriminel et que je veux faire une attaque, par exemple, ce qu'on appelle la fraude au président, ou pire encore, la fraude Pierre Côté. Qu'est-ce que c'est que la fraude Pierre Côté? C'est un sous-scénario de la fraude au président qui a eu cure, je vous dirais, dans les années 2018-2019 au Québec. En tout cas, je pense qu'elle a dû sévir aussi ailleurs au Canada. Mais pour vous donner l'impact d'une telle fraude, sur le premier cas d'enquête que j'ai eu à faire sur une fraude Pierre Côté, donc pourquoi je l'ai appelé Pierre Côté, c'est parce que la personne au téléphone se fait appeler Pierre Côté, a un accent québécois pur laine, et avec cet accent québécois, eh ben, il va parler à des gens de finance directement dans l'organisation. Et cette attaque a eu pour impact, je vous donne les chiffres directs, de réussir à isoler l'entreprise, un fleuron manufacturier québécois, isoler l'entreprise de son compte bancaire en 2 heures de temps et réussir à faire jusqu'à 6,5 millions de dollars de transactions en 72 heures sur des bénéficiaires non validés par l'entreprise. Comment c'est possible du point de vue bancaire avec de la double authentification et tout ça? C'est tout ça le principe de la fraude Pierre Côté. C'est une mise en échec de la double authentification bancaire, c'est une mise en échec du contrôle bancaire et de l'ajout de bénéficiaires. Et c'est une fraude qui est extrêmement bien huilée, extrêmement rentable. Je pense que les 3 à 4 000% sont largement explosés. Donc, c'est une fraude que j'ai vue plusieurs fois et qui s'est déroulée à chaque fois de la même manière. C'est la fraude aux techniciens bancaires. J'aimerais juste que tu expliques un petit peu, parce que Pierre Côté nous appelle. Moi, je suis directrice financière. Qu'est-ce qu'il me dit pour me soutirer de l'argent? Je ne comprends pas bien cette fraude-là. Alors, il va vous appeler un lundi matin, parce que le lundi matin, c'est toujours bien. Et il va dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous n'avez pas réussi à accéder à votre compte bancaire ce matin. Puis là, vous allez tester, vous allez dire, bah oui, effectivement, je n'ai pas accès, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, cette petite variable-là, du effectivement, je n'ai pas accès, a été différente pour chacun des mandats. C'est-à-dire que la raison pour laquelle la victime n'avait plus accès à son compte bancaire a été différente dans chaque cas. Mais, dans chaque cas, la victime n'avait plus accès à son compte bancaire, effectivement, de façon temporaire. Pendant ce scénario, donc il dit, vous avez remarqué, vous n'avez plus accès à votre compte bancaire. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je suis monsieur Pierre Côté, du département technologique de votre banque. Et là, je fais écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez un étudiant du MBA qui va demander un sondage sur quelle est votre banque. Donc il y a une précognition sur votre conseiller bancaire, il y a une précognition sur le nom de la banque. Donc, monsieur, votre conseiller bancaire, et il fait ce qu'on appelle du name dropping, donc il balance des noms qui sont connus de vous seulement, entre guillemets. Et puis, il veut dire, monsieur Untel m'a dit de vous appeler. Moi, je suis du département technologique de la banque. On est désolé. On a essayé de faire une migration de ce week-end de notre site bancaire. Ça a été un désastre. Il se confond en excuses. On est vraiment désolé. Vous êtes un client important de la banque. On est vraiment désolé. D'ailleurs, cet appel est enregistré parce que je ne veux pas faire de bêtises avec vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner le nouveau... Vous inquiétez pas, je vais vous aider. Je vais vous donner le nouveau site bancaire qui est le site de pré-production. Vous allez voir, c'est exactement le même. Et puis, je vais vous aider à faire vos transactions. Et là, mise en échec, on n'est évidemment pas sur le site bancaire, donc il donne une adresse qui ressemble énormément au site de la banque. Donc, la personne qui est devant l'ordinateur, la victime, va littéralement taper en toutes lettres l'URL
sur son navigateur, va arriver sur le même site avec la même mire d'authentification. Puis là, il faut une clé, vous vous souvenez? Il va dire « Ah, bah oui, évidemment, vous êtes sur le site de pré-production. Il faut resynchroniser votre token d'authentification. » Vous savez, le petit code qu'on reçoit toutes les minutes, il faut le resynchroniser, va dire le cybercriminel. Donc on va lui donner 2 codes. Et pendant ce temps-là, en temps réel, il est en train de rentrer toutes ces informations sur le vrai site bancaire, à votre place. Et effectivement, il va commencer à faire des éléments, des transactions qui ne sont pas légitimes et des transactions que vous allez lui demander de lui faire. Parce qu'évidemment, sur le faux site bancaire, vous ne pouvez pas faire de transactions réelles. Donc il va se faire un plaisir d'effectuer des vraies transactions en votre nom pour vous et vous aider vraiment à payer les salaires, faire un virement à un fournisseur, va vous aider à émettre des rapports, va vous les envoyer par courriel. Ça, c'est la fraude Pierre Cotté et elle est extrêmement efficace. Donc, on comprend qu'il y a des données. Donc, ce cybercriminel, pour arriver à opérer cette fraude, va avoir accès à des données, mais aussi à des informations. Hakim, est-ce que tu pourrais nous parler de cette question de données et d'informations qui sont exploitées par les cybercriminels pour opérer leur fraude? Oui, mais une des premières façons d'exploiter une fraude, puis je vais relancer avec Bertrand, mais de manière plus générale avec la fraude au président, qui est plus facile à comprendre, parce qu'il y a une personne en position d'autorité qui va exiger ou va rentrer en communication avec quelqu'un d'autre au sein de l'entreprise pour lui demander d'effectuer soit un virement, une transaction financière en son nom avec une demande urgente ou de partager des informations personnelles ou de répondre à cette demande-là. Mais le cybercriminel lui-même va exploiter les données que vous avez rendues disponibles soit sur votre site web, mais aussi les informations qui sont rendues disponibles à un nouvel employé. On va y aller avec l'exemple de vous avez un nouvel employé que vous embauchez, vous voulez lui expliquer dans le fond la structure de l'entreprise, qui joue quel rôle dans cette entreprise-là, à qui se référer, à qui est son superviseur et tout. Donc, on va lui transmettre généralement un PDF avec l'organigramme de l'entreprise. Quelle est la valeur que vous attribuez vous-même pour ce PDF-là va déterminer, dans le fond, le niveau de sécurité que vous allez y associer. Donc, le niveau de précaution que vous allez associer à ce fichier-là. Pour vous, personnellement, comme ça, vous ne pouvez pas y avoir nécessairement réfléchi, vous évaluez que ça n'a pas tant de valeur que ça, fait qu'il n'y a pas de problème à le partager avec un nouvel employé, il n'y a pas de problème à ce que ça soit disponible en tout temps, tout le monde avec n'importe quel accès. Mais pour un cybercriminel, ça a beaucoup de valeur. Parce que là, il va être capable de mieux contextualiser justement la fraude au président avec cette petite parcelle d'informations en sachant exactement qui joue quel rôle dans l'entreprise et comment cibler quelle personne en mettant du contexte entre une demande qui vient d'une telle pour réaliser une transaction. Ça, c'est sans nécessairement avoir à pirater vos données ou vos infrastructures parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font encore où est-ce que cette infrastructure-là, cet organigramme-là se trouve sur le site web en mentionnant voici nos directeurs financiers, voici nos CEO, puis on repartage ces petits plus-là avec nos profils LinkedIn qui sont également publics et facilement accessibles, même si on met les bons paramètres de sécurité pour essayer de limiter ces informations-là puis les cacher. C'est professionnel, c'est utilisé dans un cadre professionnel, donc notre rôle, notre responsabilité, l'entreprise avec qui on est associé, les cybercriminels vont faire un petit peu d'enquête pour aller chercher tout ça. Jumelé avec la connaissance de c'est quoi l'adresse courriel qui est utilisée pour communiquer à l'intérieur, donc le diminutif après le A commercial, une simple demande, encore une fois, comme un sondage d'un étudiant qui vous envoie une demande par courriel, vous allez lui répondre avec la courriel de l'entreprise, il va connaître justement la fin de votre courriel, il va être capable de se créer un domaine qui va usurper approximativement l'identité justement de cette adresse courriel-là, connaît le nom d'une personne à utiliser et maintenant il est capable de falsifier une adresse courriel quand même assez facilement pour envoyer sa demande puis la rendre encore plus légitime. Et le troisième élément qui va ajouter pour justement de la légitimité à cette demande, Bertrand en a été sensiblement la victime ou la cible plutôt. Quand il était à l'étranger, il y a un de ses employés qui a justement reçu une demande qui était concrète parce que Bertrand était à l'étranger, il était en Algérie à ce moment-là, et le cybercriminel le savait, l'a su par les médias sociaux ou par différents moyens, et a envoyé justement un courriel d'hameçonnage pour procéder à la fraude. Il a dit « Je suis à l'extérieur du pays, je suis à telle conférence en ce moment, pourrais-tu répondre à cette demande-là? » Donc, il faut faire attention, il faut être conscient que c'est quand on dit des données, c'est pas nécessairement juste des données ou des informations personnelles, mais c'est tout type d'informations qu'on met puis qu'on rend. Il faut penser comme un investigateur, il faut penser comme un cybercriminel, c'est qu'est-ce qui peut être utilisé pour justement rendre vulnérable mon entreprise dans un contexte précis, dans une situation précise. Il faut réfléchir, malheureusement, il faut être méfiant
tout le temps. Il faut réfléchir à deux fois à quelle information qu'on diffuse publiquement et quel genre de protocole et de mesures qu'on met en place pour justement limiter ces informations-là, puis toujours bien évaluer nous-mêmes, d'autant que possible ou avec l'aide de spécialistes, la valeur de chaque information qu'on a puis qu'on détient. Alors justement, comment est-ce qu'on peut les protéger, ces données sensibles? Parce que je veux dire, on peut imaginer que déjà parler à nos équipes, parler à l'intérieur de l'entreprise, former les gens, sensibiliser nos employés et nos dirigeants, tous, c'est une chose à faire. Mais après, une fois que cette sensibilisation-là a eu lieu, comment est-ce qu'on protège les données les plus sensibles? Évidemment, il faut savoir les connaître, savoir ils se trouvent où, sur quel périphérique ils sont stockés, de la manière qu'ils sont stockés, comment est-ce qu'ils sont sauvegardés. Il faut aussi savoir quelle quantité qu'on a. Est-ce qu'on a encore besoin d'avoir toutes ces données-là, si oui ou sinon? Puis le troisième point, c'est de savoir qui a accès à ces données-là. C'est la meilleure façon pour justement gérer puis sécuriser ces données, c'est d'être capable d'identifier chaque personne à l'intérieur de l'entreprise qui a un accès à certains fichiers, certaines informations, certaines données, des identifier, de valider s'ils ont bien justement des accès légitimes. Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait toujours cet accès-là ou est-ce qu'on pourrait mettre un contrôle de sécurité supplémentaire ou est-ce que cette demande d'accès à l'information pourrait être de manière ponctuelle plutôt que permanente? Ça augmenterait dans le fond l'étanchéité autour des données elles-mêmes pour faciliter une sécurisation dans son cas. Donc je reviens vers Ficilia, ça veut dire quelque part que c'est pas à une personne dans une entreprise de protéger les données, c'est l'affaire de tous, si je comprends? Oui, c'est à peu près ça. Parce que les données, finalement, en fait, c'est tout le monde qui a accès d'une certaine manière. Donc, pas nécessairement à toutes les données, mais on a tous accès à certaines données. Donc, c'est vraiment à chacun d'entre nous dans une entreprise là de vraiment savoir sécuriser, de savoir quelles données j'ai accès ou même quelles données j'ai accès et je ne devrais pas avoir accès. Donc, aussi de prévenir dans les cas où on se retrouve à avoir accès à des affaires qu'on ne devrait pas avoir accès. Ça, c'est un des points importants quand on parle, par exemple, des cas de menaces internes, c'est-à-dire quand c'est un employé, en fait, qui vole des données. Souvent, c'est parce que cet employé-là, en fait, a eu accès à des données auxquelles il ne devrait pas avoir accès. On pense, par exemple, si je suis au département marketing, comment ça se fait que j'ai la base de données de toutes les cartes de crédit de la clientèle? C'est pas normal. Moi, en tant qu'employé malveillant, je vais évidemment en profiter et je vais les revendre. Mais un employé bienveillant va dire, là, j'aurais pas dû avoir accès. Puis peut-être qu'on va faire un petit contrôle de sécurité, puis on va aller vérifier qui a accès à quoi. Mais c'est, comme Hakim le mentionnait, c'est très important de savoir. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on a comme données, mais au moins de savoir qui a accès à quoi. Là, je pense que c'est important. Puis d'avoir des employés qui sont sensibilisés que s'ils ne devraient pas avoir accès à certaines données, au moins le prévenir. Mais quand on parle d'employés malveillants, on est d'accord que ce n'est pas seulement la malveillance de certains employés, c'est peut-être aussi la vulnérabilité ou être victime de manipulation de la part de cybercriminels qui rentrent chez l'employé, qui est peut-être bienveillant, mais qui fait à ce moment-là une erreur, non? Oui, c'est ça. Si on combine au fait, par exemple, qu'un employé a des données auxquelles peut-être il n'aurait pas dû avoir accès, ou des données sensibles, mais que là, il est victime d'une attaque d'hameçonnage par un cybercriminel, ces données-là, en fait, cet employé va donner en fait accès à ces données-là aux cybercriminels. Et parfois, souvent, on va essayer d'aller chercher les personnes qui sont au plus bas de l'échelle parce que on pense qu'elles ont des emplois où peut-être elles ont moins d'accès de données, mais peut-être que parce que justement, on a mal mis des contrôles justement d'accès aux données, cet employé qui, soi-disant, est en bas de l'échelle, en fait, a accès à plein de choses. Donc, c'est toujours, en fait, c'est un peu d'avoir toujours une porte ouverte, en fait, finalement, aux données qu'on a. J'ai l'impression que le sentiment de loyauté est pas mal utilisé chez les cybercriminels. Bertrand ? Oui. Les cybercriminels, en fait, vont utiliser la loyauté des employés, vont utiliser aussi... Il y a eu je me rappelle d'un sondage qui a été fait par la BBC, il y a quand même quelques bonnes dizaines d'années, qui avait demandé à des employés contre quoi ils donneraient leur mot de passe.
à un inconnu. Une boîte de chocolat, ça suffit, selon ce sondage AUICI. J'espère que ça n'est plus le cas, sincèrement. Mais au vu de ce qu'on peut trouver sur le dark web comme identité compromise, on est en droit de penser qu'on est encore prêt beaucoup à donner l'information corporative à des cybercriminels, de façon directe ou indirecte. Hakim, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Bon, on va passer peut-être... On peut passer à la Comment? On peut passer à la suite. Ok. Alors, Bertrand, tu as une petite présentation à nous faire? Je pense qu'il voulait nous montrer, Bertrand, on a fait une petite simulation au niveau réel. Donc, je vais laisser la parole à Adrien, de mon équipe, qui n'a pas de micro. Comme ça, il va devoir crier très très fort s'il veut y arriver. Attends, je vais lui chercher. Je vais vite le chercher. 1, 2. Bonjour, je m'appelle Adrien Lassalle, je suis pentester dans l'équipe Red Team à Bradley Norlins et on va vous présenter une petite simulation qu'on a faite. On m'entend mieux? C'est bon. Une petite simulation qu'on a faite depuis qu'on est arrivé à Winnipeg pendant nos 2 jours. C'est bien amusé. Alors, ça a commencé par l'impersonnification d'un Wi-Fi public, parce que c'est toujours sympa d'avoir des Wi-Fi ouverts où ça ne demande pas de mot de passe. Et souvent, on est j'aimerais bien avoir accès à Internet. Free Wi-Fi, je clique dessus. Ensuite, il y a aussi l'élaboration d'un faux portail d'authentification qui se fait après s'être connecté sur le Wi-Fi public. Donc, je vais y revenir juste après. Une fois que la personne s'est connectée sur le Wi-Fi, nous, de notre côté, on arrive à voir un enregistrement de l'activité, les sites qui ont été utilisés, les mots de passe qui ont été saisis. Et ensuite, on a fait une corrélation des données collectées sur le dark web. Pour faire cette simulation, on a utilisé une Wi-Fi Pineapple. Je vais éviter de tourner la tête. Ouais, c'est bon. Une Wi-Fi Pineapple, ça coûte environ 120 $, pardon. On peut aussi utiliser une Raspberry Pi, mais avant, je vous aurais dit prenez une Raspberry Pi, c'est moins cher, mais en ce moment, c'est plutôt l'inverse. Donc Pineapple qui est très bien, user-friendly, où on a plein d'attaques déjà enregistrées sur des attaques Wi-Fi. Ok, je pense que quelques personnes ont dû voir un free Wi-Fi passer ici. Désolé, c'était nous. Donc, on a, comme vous pouvez le voir, la différence entre un Wi-Fi public et Wi-Fi sécurisé. Ça demande un mot de passe. Là, pas de mot de passe, c'est gratuit. On clique et on a Internet. Mais on a Internet seulement si on saisit un email et un mot de passe sur la page portail d'authentification. Donc, certaines personnes l'ont fait. Et l'avantage de ce type d'attaque, c'est qu'on peut modifier la page d'authentification suivant le contexte. Par exemple, on fait un mandat, ça nous arrive de faire des mandats pour des entreprises où on va modifier la page d'authentification, on va cloner celle du site web et demander login, mot de passe des employés en mettant le free Wi-Fi. Après, on peut changer free Wi-Fi et mettre autre chose pour que les employés se connectent et nous donnent des emails et des mots de passe. Ok. Alors, on n'a pas eu tant de résultats que ça, parce qu'il y a aussi le contexte qui joue beaucoup. Là, free Wi-Fi, si on a vraiment besoin de Wi-Fi, on va se connecter dessus. Après, on a la page d'authentification Google. Certaines personnes, comme on a pu le voir, on a environ 6 appareils qui sont connectés, mais sur les 6, on a seulement eu 2 adresses email. Donc, il y en a certains qui se sont dit, bon, c'est un peu bizarre, je vais éviter de mettre mes informations sur la page de login. Ça a été, Adrien, il faut préciser que ça a été laissé pendant la conférence précédente, donc dans d'1 heure. Donc si faites votre calcul vous-même, 1 heure, 2 adresses, ça paraît peu, mais en fait c'est beaucoup.
Et sur les informations qu'on peut récolter, déjà, c'est adresse email qui peut être intéressante pour du phishing. On a pourquoi pas le hostname, donc le nom de l'appareil ou le fabricant de l'appareil. On a Apple, par exemple, suivant l'adresse MAC. On peut voir aussi le navigateur qui a été utilisé, la version utilisée. Et si l'utilisateur qui est toujours connecté, donc a rentré ses identifiants et qui a accès à Internet, nous, on peut récupérer le trafic HTTP, par exemple, qui ne va pas être chiffré. Et on peut voir l'accès à d'autres sites, à d'autres identifiants sur d'autres sites. Donc pour la corrélation avec les données sur le dark web, donc on a eu seulement que 2 adresses mail, mais c'était suffisant pour récolter d'autres mots de passe qui ont été utilisés. On a le nom, prénom des personnes, date de naissance aussi, et si on a un peu de chance, le numéro de téléphone. Voilà. On a un petit bonus. On a fait une petite exposition sur Dark Web pour les entreprises présentes ici. Pour plus de la moitié, on a une exposition totale à 3000. Donc ça compte adresse email. Avec ces adresses email, on a nom, prénom, numéro de téléphone, une date de naissance aussi. On a environ 850 mots de passe en clair. Donc il y en a quelques-uns qui sont chiffrés. Et la dernière exposition, la plus récente, date de février 2023. Voilà. Si Bertrand a autre chose à ajouter. Alors, n'ayez pas vraiment peur de cette information. Oui, je ne suis pas très rassurant, désolé. Je dis pas vraiment parce que beaucoup d'entreprises, vous-même personnellement, vous avez peut-être votre identité déjà sur le dark web. Qu'est-ce que vous devez faire de cette information? Et évidemment, on veut réduire la surface d'attaque. La première protection de sécurité, c'est la réduction de l'intérêt cybercriminel. C'est la toute première protection. Avant votre antivirus, votre pare-feu, les données de vos employés, etc., 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 la première protection est la réduction de l'intérêt criminel. Si le criminel n'a pas d'intérêt à vous attaquer, vous allez réduire énormément votre risque de facto. Donc, naturellement, si un cybercriminel ne voit pas 3 à 4 000% de rentabilité en vous, eh ben, il ne va pas s'essayer. Donc, il a un budget à tenir, le cybercriminel. Mais comment est-ce qu'il le sait? Eh bien, justement, c'est sa précognition, c'est le volume de précognition qui est important pour lui. Donc, l'exposition, ça, c'est de la précognition criminelle. C'est cette précognition que le cybercriminel va aller chercher. Vous ne posez pas la question de savoir combien de temps ça nous a pris d'avoir cette information-là. On a été collecter cette information puisqu'on a reçu la liste des entreprises uniquement ce matin. Donc ce matin, dans le temps de la conférence où les 2 personnes se sont connectées sur le free Wi-Fi, nous avons été aussi chercher la donnée de précognition des cybercriminels. Donc l'accès à ces compromissions est très rapide. Depuis un téléphone, moins de 5 minutes. Donc penser qu'un cybercriminel n'a pas accès à cette information rapidement et facilement, c'est une bêtise. C'est une réalité aujourd'hui. Il faut moins de 5 minutes pour identifier un scénario potentiel d'attaque sur une entreprise et évaluer la face visible de l'iceberg de sa surface d'attaque. Quand tu dis 3000, l'exposition totale, 3000. C'est plus de 3000 identités. Donc 50%, plus de 50% des entreprises présentes ici totalisent plus de 3000 identités compromises. Voilà. Donc ça veut dire, je veux comprendre. Donc ça veut dire que la liberté, par exemple, bon, nous on sait qu'on n'y est pas, mais... Je vais rien dire. Ah oui? Non, hop, je ne teste personne. Mais imaginons, par hasard, que la liberté y soit. Ça veut dire que il pourrait y avoir
jusqu'à combien d'identités compromises pour un organisme de 20 personnes comme le nôtre? Alors, souvent, le pourcentage que l'on voit, c'est entre... sur un organisme à taille humaine de 20 personnes, ça peut monter jusqu'à la moitié, voire les 3/4. Parce que justement les organisations à taille humaine vont moins mettre en place de contrôle au niveau de la navigation Internet, donc l'utilisation de ces identifiants corporatifs sur des sites extérieurs, parce que comprenez bien, quand je parle d'une compromission d'identité, je précise, ça ne veut pas dire que vos entreprises sont... un cybercriminel est chez vous, c'est l'ensemble de l'utilisation de l'identité corporative à l'interne comme à l'externe. Donc si, je vous donne un exemple très simple, si j'utilise mon adresse corporative avec mon mot de passe corporatif, c'est-à-dire que j'utilise le même mot de passe pour ouvrir un compte Amazon, okay, et que Amazon se fait breacher, le cybercriminel va récupérer mon identité corporative, donc mon email, mon mot de passe, qui est le même mot de passe que j'ai utilisé à l'interne comme à l'externe, et il va avoir accès donc à mon mot de passe corporatif et mon identité corporative. Ça, c'est une compromission externe. Donc vous comprenez, et ça je fais une petite parenthèse super importante, vous comprenez que quand vous recyclez un mot de passe corporatif pour des raisons personnelles, vous exposez directement une donnée critique de l'organisation à des fins personnelles. C'est de la pure négligence. Bon, je crois que ça nous a tous assommés. Alors, bon, là, on a des entreprises. Quand on a des organismes, La Liberté, une vingtaine d'employés avec Popcom, on voudrait savoir en fait, quand il y a des entreprises comme celle-là, à taille très humaine, c'est quoi le budget que je devrais allouer à de la cyberdéfense, à de la cybersécurité? Parce qu'on s'entend qu'on n'a pas tous des budgets de McDonald's, de Nike et le reste. Est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est pas faisable? Est-ce qu'on devrait juste sortir de là et aller boire un coup et puis juste oublier ce qu'on a écouté? Ou est-ce qu'il y a encore un petit peu d'espoir en s'équipant? Tout à fait. Quand on intervient sur une cybercrise, juste pour vous faire changer de paradigme de combien coûte la cybersécurité, quand on intervient sur une cybercrise, vous comprenez qu'opérationnellement, nous, on doit faire plusieurs étapes, sortir les cybercriminels de l'entreprise. Donc, ils ont la main sur les infrastructures, il faut réussir à les faire sortir. Et il faut rehausser le niveau de cybersécurité parce que vous imaginez bien que le cybercriminel dit « Ah, je me suis fait sortir. Ah, c'est dommage. Ah, je suis déçu. » Non, il ne s'arrête pas là. Évidemment, il va continuer de surveiller, il va continuer d'attaquer, il va rehausser sa posture dominante. Et donc, on a le devoir de rehausser la posture de cybersécurité, donc la posture défensive, au-delà de la capacité criminelle et au-delà de la posture d'avant, en un temps record. Donc, si vous vous demandez est-ce que c'est long d'implanter de la cybersécurité, ça peut être très rapide. Ça demande beaucoup de changements, mais ça peut être rapide. Et si vous vous demandez si ça coûte cher, je vous dirais, je peux vous sortir un chiffre un peu comme de ce qu'on a vu, c'est qu'il est possible de faire quand même une bonne job entre 150 et 280 $ par utilisateur par année. Il y a plusieurs variables, comme si vous avez plus de serveurs que d'utilisateurs, là ça ne marche pas, évidemment vous en doutez. Il y a aussi des variables qui sont technologiques. C'est bête, mais si vous utilisez des Mac plutôt que des PC Windows, en fait, il y a une partie de la sécurisation, du budget sécurisation qui s'en va dans le Mac, puisque oui, le Mac est plus sécuritaire que le PC en termes de volume d'attaque et en termes d'opportunités. Je ne voudrais pas recréer une guerre. D'accord ? Merci. Voilà. Mais donc, la proportion de budget, vous pourriez mettre une petite référence. On commence déjà à faire une bonne job, où on commence à démotiver le cybercriminel entre 150 à 280 $ par utilisateur par année. J'espère que ça a répondu un peu à la question. C'est très clair. C'est très clair et je vais vous dire, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus légère tout d'un coup. Parce que je pense que c'est faisable. 200 $ par utilisateur par année, c'est faisable. C'est l'équivalent de quoi? De 1 à 3% d'un budget IT par année. Dépendant du budget IT, on a vu du 5 à 15. Ouais. 5 à 15, bon. Ouais. J'étais un petit peu basse.
Juste un peu basse. Bon, donc pour me sentir un peu plus légère, pour voir s'il y a... parce que c'est vraiment l'objet du magazine. Quand on a travaillé sur ce magazine, on se posait la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter en matière de cyberhygiène pour s'assurer que c'est pas qu'on va lutter contre les cybercriminels, mais au moins on va peut-être leur demander ou leur montrer qu'on n'est pas si intéressant que ça, qu'il vaut mieux qu'ils aillent voir ailleurs. Parce que si j'ai compris quelque chose en cybersécurité, c'est que finalement on ne va pas éradiquer la cybercriminalité, mais qu'on va essayer de déplacer le problème ailleurs. Alors déjà, au Canada, on va essayer de le déplacer ailleurs en ne payant pas les rançons. Merci, on a compris. On va les laisser à d'autres pays. Là, on a décidé qu'on arrêtait d'être gentils, les Canadiens. Et au niveau du personnel, adopter une meilleure cyberhygiène, ça veut dire quoi, Ficilia, pour décourager les cybercriminels? Adopter une cyberhygiène, ça a l'air compliqué. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais c'est un peu comme n'importe quelle hygiène qu'on doit faire dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est des habitudes vraiment à prendre en tant que personne, mais aussi dans son entreprise. Donc, quand on est une entreprise, adopter une cyberhygiène, c'est vraiment... on parle aussi de culture de sécurité, donc c'est-à-dire que c'est tout le monde qui doit dans l'entreprise qui doit avoir cette conscience-là donc de la cybersécurité. Donc, c'est pas nécessairement en forçant les gens à mettre en place des mesures de sécurité que ça va fonctionner. On le voit souvent dans les entreprises, on va demander aux gens un mot de passe de 16 caractères, de 14 caractères, de 20 caractères avec des chiffres, des majuscules. Oui, c'est des mots de passe qui sont sécuritaires, mais qui s'en souvient? Pas tout le monde. Et ce qu'on retrouve parfois dans les entreprises, c'est que comme on s'en souvient pas, on écrit sur un post-it puis on le colle sur son écran. Et c'est complètement l'effet inverse. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait une fausse alerte nucléaire à Hawaï, mais c'est parce qu'on avait filmé ou pris en photo une personne qui travaillait dans le centre militaire. Et en fait, sur son écran, il y avait le mot de passe sur un post-it. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a des gens, pour s'amuser, je pense que c'était pas malveillant, là, mais pour s'amuser, ils sont rentrés dans le système, puis ils ont déclenché l'alarme d'alerte nucléaire. Mais c'est parce qu'ils avaient accès, parce que le mot de passe était sur un post-it, avec la photo. Donc, c'est des petits gestes comme ça qui font que, oui, on oublie. Donc, on va mettre des mesures de sécurité, mais il faut vraiment prendre en considération les gens derrière qui vont devoir les mettre en place. Et on veut que ça soit aussi le plus facile à adopter dans notre hygiène de tous les jours. Donc, souvent, on recommande des gestionnaires de mots de passe parce que comme ça, on peut avoir des mots de passe qui sont complexes, mais sans avoir nécessairement à les retenir. Donc, il y a tout ça. Il y a vraiment le fait que tout le monde doit avoir conscience de ça, tant en tant qu'être humain, mais aussi pour protéger son entreprise, là. Merci. Je fais signe à mon équipe de m'apporter... J'ai essayé d'être discrète, je n'arrive pas du tout de m'apporter un magazine. Merci. Alors, donc il y a des choses à faire. Les gestionnaires de mots de passe, on a compris aussi la double authentification. J'aimerais aussi dire qu'il y a une chose qui est pas mal, c'est que vous avez accès aujourd'hui à des experts. Et la chaire de recherche de lutte contre la cybercriminalité, ils sont ici personnifiés avec Ficilia et Hakim. Merci beaucoup. Ça veut dire que leur clinique aussi est disponible pour les questions. C'est une clinique c'est la clinique de cybercriminologie de l'Université de Montréal. Ils sont disponibles pour répondre à des questions. Il y a des bénévoles, d'après ce que je comprends. Donc ça veut dire que si vous êtes victime d'une fraude, ce sont des gens que vous pouvez appeler pour qu'ils vous dirigent, qu'ils essaient de vous expliquer quelles sont les voies à suivre. Est-ce que je me trompe On offre un accompagnement vraiment plus personnalisé quand on parle des particuliers.
Donc, on va vous aider à prendre en charge justement votre dossier, votre victimisation, vous accompagner dans le processus, vous offrir toutes les informations que vous avez besoin. Mais lorsqu'on parle d'entreprise, là, si vous nous contactez nous, ce qu'on va faire, ça va être vraiment une présentation des ressources et de référencement vers les bonnes ressources qui existent déjà, que nous, on connaît, puis qu'on va essayer de vous aiguiller dans le processus. On ne va pas nécessairement vous recommander une entreprise de cybersécurité directement, mais on va être capable d'évaluer, dans le fond, l'urgence de la situation. Mais quand on est dans une entreprise et qu'on a justement besoin de services maintenant parce qu'on est en train de vivre une crise, la première personne à appeler, c'est idéalement notre contact en cybersécurité, pas nécessairement nos TI, mais qu'on ait déjà entrepris des relations avec une entreprise de cybersécurité, qu'on les a embauchés, puis qui sont déjà là et disponibles pour répondre à ce genre d'incident-là. Donc, nous, on va vous répondre, on va vous aviser justement vers ça, mais on va vous aviser surtout vers le Centre canadien de la cybercriminalité pour faire une déclaration avec eux. Puis eux autres, ils ont toutes les ressources pour justement vous orienter vers des experts, vers les forces de l'ordre, vers l'enquête et tout vous accompagner justement dans le processus de rétablissement de la victimisation. Et après, si ça vous arrive dans une entreprise, vous m'appellerez, je vous donnerai le numéro de téléphone de Bertrand Milot qui est à côté de moi. C'est son travail, c'est son entreprise. Il est au Québec, mais je suis sûre qu'il pourra faire des miracles. En tout cas, je pense que nous arrivons vers la fin. Il est 1h20, on va pouvoir prendre des questions. Enfin, ils vont pouvoir prendre des questions. Pour ceux qui doivent partir, j'aimerais vous dire que nous allons lancer ce soir ce magazine qu'on vient... qui sent encore l'imprimerie parce qu'il est arrivé à nos portes. Donc, n'hésitez pas à le prendre en partant. Il y a des copies en français et en anglais. Non, pas en anglais. Aïe, 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 je dis des bêtises. Que en français. Pour l'anglais, vous viendrez les chercher chez nous, à la Liberté, ou ce soir à la conférence, en fait, au lancement à 17h30 au sous-sol de la cathédrale. Avant de vous laisser la parole, j'aimerais remercier, parce qu'après on va voir les questions puis on va partir, mais j'aimerais remercier l'équipe de la Liberté, toute l'équipe, parce que cette journée de conférence, ce magazine-là, ça a été fait par une équipe créative, motivée, passionnée, dédiée, avec laquelle j'ai un plaisir phénoménal de travailler à chaque jour. Donc merci à tous et à toutes. Merci aussi à Hakim, à Bertrand, à Ficilia, qui ont été les directeurs scientifiques de ce magazine-là. On en parlera davantage ce soir. Merci aussi à Joanne de BDO pour être venue nous parler des normes comptables cet après-midi. Je vais vous laisser la parole avec des questions avant de terminer, parce que j'imagine que vous avez peut-être des questions. En tout cas, vous êtes... je crois qu'il y a un micro par là. Oui. Ah. On a monsieur le conseiller municipal, Mathieu Allard. Là. J'allais utiliser ma voix de conseiller municipal. Oui, ma question, j'évitais même, je considérais même ne pas demander une question, étant donné, je pense qu'un des conseils, c'est de ne pas se rendre visible dans ces contextes. Je me rappelle d'avoir parlé à quelqu'un qui... était expert d'ordinateur, puis il disait aller à une conférence de chapeau noir, black hat, de personnes qui s'amusent à pénétrer les réseaux puis faire toutes sortes d'affaires néfastes. Il disait que lui, quand il allait, il mettait de côté tous les appareils électroniques qu'il avait. Alors, j'hésitais de même demander la question. Mais je pose ma question, c'est plus de votre côté, comment est-ce que vous naviguez les lois et les réglementations par rapport aux données privées? Par exemple, vous avez donné l'exemple d'avoir capturé des emails, par exemple. Je me demande par rapport à la légalité de ça. Et puis, comment est-ce que vous faites votre travail, étant donné que je crois comprendre que c'est vraiment... Les lois sont très strictes là-dessus. Alors, comment, comme des chapeaux blancs, alors pour ceux qui connaissent pas la référence, chapeau blanc, c'est les bons, puis chapeau noir, c'est ceux qui vont aller faire des choses néfastes. Mais comment est-ce que vous naviguez ça parce que ça doit être vraiment compliqué. Je connais un petit peu de ça. Les lois me font peur, honnêtement. S'ils sont comme les lois américaines, je connais moins bien les lois canadiennes. C'est une excellente question. Et puis, je dirais que ça donne des maux de tête à mon comité de direction en permanence.
Pour répondre plus directement à la question, typiquement la simulation qu'on a faite ici, on a précisé sur la page que c'était une simulation à but éducatif. Donc si la personne a mis quand même son user et son mot de passe, tu lis pas le truc. Mais bref, on a précisé ça. Le point, c'est qu'on est du bon côté de la barrière. C'est pour ça que notre business model est moins lucratif que celui des cybercriminels. Et donc, les lois servent à protéger, et la loi, par définition, est toujours en retard. Quoi qu'on fasse, la loi est en retard, parce qu'elle a pour but d'être en retard. C'est son principe d'être en retard. Et nos organisations de White Hat et la loi ont le même but, de protéger. Bien sûr qu'on se met parfois sur la brèche ou en marge, légèrement. On essaie de le faire le moins possible. On devient très très créatif pour ne pas l'être, notamment quand on parle de données qui ont été exfiltrées, qui sont des données volées. Comment on fait pour être capable d'indexer de la donnée volée? Comment on fait pour la traiter, la comprendre? Si c'est de la donnée volée, est-ce qu'on a même le droit de la regarder? Donc, en plus, notre loi canadienne est très en retard sur le statut du cyberinvestigateur par rapport à la loi européenne et la loi américaine. Mais notre avocate parle régulièrement avec le ministère de la Justice pour essayer d'aider à faire avancer le schmilblick là-dessus, parce que c'est pas simple. Mais je vous dirais qu'on a le devoir d'agir. C'est pas parce que la loi est en retard que... oui, j'ai un risque. Bien sûr que j'ai un risque légal. Évidemment que je l'ai. Comme toute entreprise d'ailleurs, on a tous des risques réglementaires. Ça, c'est le mien. Je l'accepte parce que c'est pour la communauté, parce que c'est pour les entreprises, et que nécessairement, je fais énormément moins de mal qu'un cybercriminel en puissance. Donc, est-ce que je m'octroie un droit? Pas vraiment. Est-ce que c'est parfois borderline? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un impact négatif qui peut avoir sur la population? Non, c'est l'inverse que je cherche, systématiquement. Voilà. Walter Kleinschmidt. Merci. Pour les entreprises individuelles avec un seul ou deux personnes, ça me dépasse. Je voudrais commencer avec une question très simple. Le logiciel de mot de sécurité, de mot de passe, OK, qui gère les mots de passe pour avoir plus de sécurité. Est-ce que ça, c'est pas vulnérable en soi? Parce que à chaque fois que je vois ça disponible, ça fait plus peur que me rassurer. Comme exemple. Le gestionnaire de mots de passe, non, en fait, c'est quand même très sécuritaire, parce que la manière dont ça fonctionne, c'est que vous avez besoin juste d'un seul mot de passe pour rentrer dans votre... on appelle ça votre coffre-fort, là où il y a tous vos mots de passe, puis ça les remplit à chaque fois. Mais l'entreprise qui détient en fait tous vos mots de passe, elle a pas accès en fait à l'ensemble de vos mots de passe qui sont à l'intérieur. Donc vous, c'est plus aidant qu'autre chose, parce que ça vous permet de pas avoir à retenir 300, 400 mots de passe. Donc c'est peut-être c'est aussi ça l'enjeu de la cybersécurité. Des fois, c'est parce que on sait pas trop qu'est-ce que c'est. On ne sait pas trop comment les technologies fonctionnent, alors on a souvent peur, ou on ne sait pas comment utiliser, ou on utilise mal. Mais un gestionnaire de mots de passe, c'est... utilisez pas celui de Google là, qui vous met à chaque fois dans les sites web. Là. Allez, prenez ceux qui sont disponibles, c'est 2 à 5 $ par mois. Prenez ceux-là qui sont disponibles, et puis vous allez voir, c'est vraiment plus aidant, plus utile et beaucoup plus sécuritaire. Et garder son logiciel à jour, Microsoft, quoi que ce soit, et l'ordinateur, est-ce que ça suffit pour une opération avec un seul ordinateur chez soi? C'est une opération, mais c'est plein de choses qu'il faut faire. Donc oui, il faut toujours garder son ordinateur constamment à jour, mais votre ordinateur peut être à jour, mais si le mot de passe pour accéder à votre ordinateur, il n'est pas très sécuritaire, les gens peuvent quand même y accéder, puis c'est pas la seule protection. Donc c'est vraiment un ensemble de pratiques.
il y en a qui sont très de base et très faciles à mettre constamment, mais c'est par exemple quand on a son petit truc qui nous dit mettez à jour, attendez pas ou soyez pas feignants. En tout cas, attendez pas trop, mettez-le à jour quand ça vous le dit à chaque fois. Alors, allô? Chloé? Oui, merci, c'est super. Je ne connais pas tous les prénoms de la salle. Hein. C'est juste un coup de chance, là. C'est super intéressant, puis je pense qu'on va tous aller changer nos mots de passe ce soir. Ma question est la suivante. Est-ce que vous trouvez que la cybersécurité est capable de suivre la technologie de la cybercriminalité? Est-ce que c'est au même niveau de rapidité? Bien sûr que non. Non, je vais développer un peu, mais c'est la créativité criminelle qui nous force à trouver des parades. C'est malheureusement la problématique. 2017, les cybercriminels ont commencé à utiliser massivement l'intelligence artificielle pour perpétrer leurs attaques. Il faut intégrer de l'intelligence artificielle dans nos manières de protéger. Donc, malheureusement, non. C'est ce qui fait évoluer notre métier de la cybersécurité, c'est l'innovation criminelle. C'est un des rares cas où un métier doit innover parce que quelqu'un d'autre innove. J'ajouterais aussi que c'est des innovations qui sont aussi technologiques, mais il y a des choses que les cybercriminels font tout le temps, puis c'est toujours la même chose. Et c'est vraiment d'exploiter un peu nos sentiments humains. Et ça, oui, ils peuvent agir de différentes manières, mais ça va être toujours la même chose. Donc, par exemple, maintenant, on nous dit, quand on reçoit un courriel d'hameçonnage, qu'on va recevoir un héritage, il n'y a plus personne qui répond. Il y a encore des gens qui répondent. Puis ça fait 15 ans qu'on en parle, puis ça fait 15 ans qu'il y a des gens qui répondent encore. Donc, même si on va changer les noms, on va essayer de mettre ça un peu plus personnalisé, etc., il y a des gens qui pensent encore qu'il y a 15 000 $ qui va leur tomber comme ça par courriel. Donc, il y a des techniques quand même qui sont utilisées, tout ce qui exploite en fait les sentiments humains qui n'évoluent pas. Donc, c'est pour ça que on dit toujours le facteur humain de la cybersécurité, c'est parce que c'est nous en premier. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en rend compte? Comment on est conscient de ça? Si on commence à ne pas répondre à ces courriels-là, c'est déjà une bonne mesure de sécurité. Pour ceux qui pensent que, comme l'a dit Cécilia, que c'est une attaque qui ne fonctionne plus, le fameux courriel en question qu'on appelle la fraude nigérienne 419 parce qu'elle fait écho au code criminel nigérien. Le chiffre de l'année dernière, c'est 18 milliards selon le FBI de gains encore sur cette fraude-là. Bien sûr, ce sont des scénarios différents, mais c'est toujours la même. 18 milliards de gains. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un, c'est Steve McIntosh là-bas? Maître McIntosh, merci. J'ai deux brefs commentaires. D'abord, M. Hakim, il a souligné l'importance d'immédiatement contacter notre personne de sécurité dès qu'on croit qu'on a peut-être subi une attaque. Je souligne l'importance d'appeler notre avocat parce que l'avocat a un pouvoir très important ici, ça s'appelle le pouvoir du secret professionnel. Si l'avocat va gérer l'enquête, alors il y a la possibilité de protéger les informations qu'on va trouver, par exemple, dans les rapports et de ne jamais avoir besoin ou d'être obligé de les divulguer au public. Donc, très important d'appeler notre avocat. Je dis pas seulement ça parce que je suis avocat, c'est mon business, mais si vous cherchez mon numéro de toute façon. Deuxième commentaire, et c'est important pour tous les businessmen ici, businesswomen ici. Si on est dirigeant ou administrateur, en anglais on dit director ou officer d'une corporation, si on ne met pas assez d'importance à la cybersécurité, on risque ce qu'on a vu aux États-Unis à plusieurs reprises, une action oblique, où les actionnaires de notre corporation peuvent chercher l'autorisation de la Cour de causer la corporation de nous poursuivre personnellement pour notre manque de responsabilité envers la cybersécurité. C'est-à-dire, par exemple, Yahoo, les dirigeants de Yahoo, c'était dans les environs de 2019, ont été poursuivis, ont réglé leur comportement en n'ayant pas assez d'importance sur la cybersécurité. Ils ont payé les dirigeants environ 29 millions de dollars. Donc, personnellement, si on se trouve à la tête d'une corporation, on peut être ciblé personnellement si
on ne met pas assez d'emphase sur la cybersécurité. Je voulais juste souligner ces 2 points. Merci. Merci, Maître McIntosh. Puis je pense que pour ceux qui liront le magazine, vous allez voir qu'il y a une évolution des lois. On parle de C25, de C26 et C27. Le Québec est pas mal en avance sur les lois qui demandent aux entrepreneurs de protéger, enfin de faire leur maximum pour protéger les données. Elle exige. Pardon? La loi exige aux entreprises d'assurer la protection des données et des informations qui sont détenues par cette entreprise-là. C'est une réponse à PIPEDIA, justement sur l'acte sur les informations personnelles qui sont collectées par les entreprises. Mais c'est ça, il y a une exigence de la part des entreprises, pour les entreprises face à leurs responsabilités avec leurs clients, leurs victimes, leurs employés. Mais justement, je voudrais juste rebondir sur le secret professionnel. C26, C27, c'est bien beau que justement l'incident va être caché par le secret professionnel, va avoir ce couvert-là qui va être donné, mais il ne s'étendra pas à ne pas être obligé par la loi de divulguer que l'entreprise elle-même a été la cible d'une cyberattaque, l'étendue de cette cyberattaque-là. Ces détails-là doivent être rendus publics parce que c'est l'exigence de la loi d'informer le plus rapidement possible les autorités, mais aussi les personnes concernées par cette brèche de données-là et ces collectes d'informations-là. Je n'enlève aucunement l'importance justement d'engager et d'impliquer dans ce processus-là d'une cyberincidence l'équipe légale de l'entreprise, mais il y a quand même une limite au secret professionnel qui commence à être encadrée par la loi. Oui, je vois plein de questions. Nicole? Derek? Oui, excellente présentation, merci. Ça nous fait penser, puis moi je fais beaucoup du développement d'affaires et vous nous dites que sur le site web, les entreprises mettent le nom du président ou de qui que je dois rejoindre pour discuter. Puis pour moi, quand je fais ma recherche, je cherche le courriel, le numéro de téléphone pour être capable de parler avec eux directement. Donc, pour les petites entreprises qui sont ici aujourd'hui, quoi mettre sur le site web? Et pour ceux qui font le développement d'affaires, pour moi, c'est de l'information intéressante d'être capable de retrouver. Donc, comment est-ce qu'on trouve ce ballon-là? Je peux te permettre? Bien sûr. À ce niveau-là, je comprends, il y a une décision puis un choix à faire au niveau du risque auquel on est prêt à s'exposer dans cette situation-là. Vous avez des obligations, vous avez une façon de faire que vous les conservez puis continuez d'optimiser pour justement avoir ce contact-là puis ces relations-là avec les personnes à l'externe. Il n'y a vraiment aucun problème à continuer dans cette lignée-là. C'est juste d'être conscient du risque auquel que vous êtes exposé, mais aussi des mesures de sécurité que vous allez prendre qui vont être proportionnelles justement au risque que vous considérez puis que vous souhaitez continuer d'avoir. Donc, vous allez bien éduquer vos employés par rapport à ces informations-là sont disponibles en ligne. Donc, nous, on va augmenter la formation puis la sensibilisation, puis on va non seulement en termes de volume, mais la fréquence aussi. Donc, on va s'assurer que l'entreprise elle-même, même s'il y a des tentatives, que 99,9% de ces tentatives-là vont être stoppées. Parce que, justement, nos employés sont bien sensibilisés, sont bien formés, puis on les teste régulièrement. Donc, si on veut continuer avec un modèle, justement, où est-ce qu'on divulgue nos informations, nos courriels, puis pas, justement, changer ça, puis que le CEO soit bien affiché sur les médias sociaux, pour la promotion d'événements et autres, pour la visibilité de l'entreprise et tout ça, c'est de bien associer justement puis de jumeler avec une réponse proportionnelle du niveau de la sensibilisation puis de l'éducation de ses employés. Derek Bentley. Allô, merci. Je pense que, pour moi en tout cas, petit organisme à but non lucratif, on utilise beaucoup de services externes pour beaucoup de ce qu'on fait, Eventbrite, PayPal, etc. Si eux autres ont une fuite, puis parfois des données liées avec mon organisme sont là-dedans, quel risque existe pour moi, disons, au Conseil jeunesse provincial, ou est-ce qu'on est pas mal protégé parce que c'est un service externe? Je pense qu'on plusieurs utilisent ces services-là. On a utilisé Eventbrite pour aujourd'hui. Si ces données-là rentraient dans une fuite de Eventbrite, qu'est-ce qui se passe dans ça? C'est-tu logique d'utiliser ces services-là, ou est-ce qu'on doit faire un petit peu plus attention de qu'est-ce qu'on choisit comme service externe pour nos organismes? L'important, c'est les technologies de l'information, donc ce qu'on appelle l'infogérance, c'est le fait de maintenir le support informatique. C'est un métier différent de la cybersécurité. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises TI généralistes qui essaient de dire qu'elles font
de la cybersécurité, mais on ne peut pas être des deux côtés de la barrière, on ne peut pas être juge et partie. Les TI gèrent la performance, là où la cybersécurité gère l'intégrité et la confidentialité de la donnée. Donc, si on fait les deux en même temps, on devient un peu bicéphale et peut-être schizophrène même. Donc, ce sont deux métiers différents. Donc, quand on a ce type de brèche, il est important de faire appel à une organisation de cybersécurité dédiée à la cybersécurité, dont c'est le métier. C'est quand vous allez aux urgences, vous attendez à avoir un traumatologue, un médecin urgentiste. Vous vous attendez pas à un physiothérapeute. Okay? Donc, aucun des deux métiers n'est plus important l'un que l'autre, c'est juste le contexte qui diffère. Donc, il faut demander à la bonne personne au bon moment, c'est tout. Donc, oui, pour une OSBL, je confirme, donc une cyberassurance pour une OSBL, c'est possible, et la cyberassurance peut vous aider aussi à aller appeler justement une firme de cybersécurité, le cas échéant. Ça répond à la question ? Sophie, est-ce que je peux rajouter juste un peu par rapport à cette question précisément, ce qu'on a tendance à oublier souvent, c'est que la cybersécurité et le risque qui est imposé, on ne peut pas le sous-traiter. Le risque reste toujours celui de l'entreprise. Donc par rapport à ça, lorsqu'on fait appel à des tierces parties pour pouvoir obtenir un service particulier, la responsabilité de l'entrepreneur, c'est aussi de comprendre quels sont les contrôles qui sont en place chez ce tierce partie. Quels sont les audits qu'ils ont peut-être eus. Il y en a certains qui sont imposés, ils peuvent vous remettre un rapport disant voici où on conserve nos données, les données que vous partagez avec eux, voici dans quel serveur ils sont conservés, ils ne sont pas à l'étranger, ou etc. Et c'est important de pouvoir poser ces questions, les poser de façon régulière et aussi de pouvoir les mettre en défi et de pouvoir mettre une certaine forme de pression parce que c'est ce qu'ils mettent en place, c'est ce qui permet de développer davantage de contrôle dans ces entreprises parce qu'au final, elles vous rendront un service aussi. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis, Johan, parce qu'on est passé à travers, on est en train de passer à travers un audit de cybersécurité, de mettre tout ça à jour. Je devrais peut-être pas le dire publiquement, mais en tout cas, parce qu'il n'y a pas des cybercriminels dans la salle. C'est-à-dire que quand on commence à réfléchir cybersécurité, tu parlais de PayPal, tu parlais de tout ça. Nous, à La Liberté, on a fait récemment un nouveau site web. Et donc, on avait un fournisseur de site web et on lui a demandé, parce que ça y est, on était en train de parler de cybersécurité, donc on lui a dit, écoute, est-ce que le site web va être cybersécurisé ? Étant donné que nous avons des données de nos... Enfin, les gens vont rentrer leur adresse courriel pour l'infolettre, ils vont rentrer aussi leurs données bancaires pour l'abonnement. Étant donné qu'on est aussi en train de transitionner vers un modèle où on reçoit des dons, à bon entendeur salut, on reçoit des dons et on remet des reçus pour fin d'impôt. Mais ce que je veux dire, tout ça, c'est que ça nous a forcés à poser les vraies questions à notre fournisseur. Et là, on s'est rendu compte de quoi ? C'est que le fournisseur qui était en train de nous parler, lui, il avait l'impression d'être sécurisé. C'est-à-dire qu'il avait une équipe de sécurité qui s'était organisée pour que le site web qu'il allait nous livrer soit sécuritaire selon lui. Là, on a fait appel à Bertrand Milot, on lui a demandé d'être présent sur l'appel, et là, Bertrand est allé confronter et défier, et en fait c'est ça la clé, c'est-à-dire que je ne peux pas me fier qu'à mon fournisseur. C'est-à-dire que Bertrand Milot, en ce moment où nous sommes en train de réviser tout notre tech stack, que ce soit le parcours de contribution pour nos donateurs, nos parcours de paiement pour nos abonnés, le formulaire de réservation pour nos annonceurs, etc. Que tout ça soit sécurisé et validé et défié par quelqu'un qui ne fait que ça toute la journée. Et évidemment, le cher monsieur, il m'impressionnait beaucoup à moi. Il n'a pas impressionné beaucoup Bertrand Milot. Donc, on a rajouté des niveaux de sécurité. Je ne te cache pas que c'était du chinois. Quand il parlait devant moi, j'étais comme ça. Mais au moins, j'avais fait appel à des experts. Ça a été sur un coup, un moment.
mais au moins je sais que la personne qui m'a fourni le site internet maintenant va me fournir un site internet sécurisé et pas seulement un produit marketing, une plateforme marketing dans lequel je vais mettre mes informations. Donc je le dois à mes lecteurs, je le dois à mes donateurs, et c'est vrai que le coût il a été une fois, mais et puis après, on va continuer à s'entretenir là-dedans, mais je peux dire que je suis un peu plus confiante aujourd'hui de demander de l'argent aux gens en passant par mon site web que si j'étais pas passée par ce défi, en fait. J'aimerais juste remercier Joanne pour avoir précisé que le transfert complet de la cybersécurité ne peut pas se faire uniquement sur le fournisseur. J'enverrai ma facture un peu après. Je pense que nous allons... il est 2h moins le quart. Merci à tous et à toutes d'être restés ici. N'oubliez pas de prendre un magazine en sortant. Merci de votre présence. Rejoignez-nous à 15h30 pour une conférence sur les individus. Là, c'était les entreprises. Cet après-midi, c'est sur les individus. Ce soir, à 17h30, c'est au sous-sol de la cathédrale pour le lancement du magazine. Je remercie encore une fois mon équipe, le CCFM, le SQRC, la Chambre de commerce, la Caisse, la Manitoba Law Foundation, la Société de la francophonie manitobaine, l'Association des juristes d'expression française du Manitoba, merci Tariq que je vois là-bas, l'Université de Saint-Boniface, le CCFM. Merci à tous et à toutes, et je vous vois dans quelques minutes ailleurs. Merci.